Io ho voglia di fare l'amore. Alors l'exposition Antonioni arrive après pas mal d'années de purgatoire, du moins les cinéphiles l'ont un peu oublié peut-être, un peu trop vite, parce qu'on est très frappé par le fait que ce n'était pas seulement un cinéaste moderne, mais c'est quasiment le premier cinéaste contemporain. Contemporain au sens où on le dit pour l'art contemporain, c'est-à-dire qui a succédé à l'art moderne. L'exposition est conçue comme un grand plan séquence unique, c'est sa manière de filmer. Ça a été un des premiers grands cinéastes qui utilisa à des fins narratives, à des fins de signification, le plan séquence, pas seulement des performances, ce qu'il d'ailleurs fit lors de Professeur Porter, mais même la performance de la fin de Professeur Porter a du sens. Grand plan séquence unique, abolition des murs, rencontre, comme toujours, entre le plasticien qu'il a été et le cinéaste qu'il a été, rencontre aussi entre des manières rigoureuses de faire un plan, mais aussi ne craignant pas le désordre, que ce soit le désordre de Zabriskie Point, que ce soit le désordre aussi de la pierre de l'île de l'Aventura. Vraiment, c'est un retour sur un cinéaste qui, au fond, a été fondateur de tout le cinéma contemporain d'aujourd'hui, tout le cinéma de l'Extrême-Orient, les Japonais comme Nobuo Suwa, comme Wong Kar-wai, comme Hong Sang-soo, sont des cinéastes qui n'ont pas oublié l'héritage d'Antonioni. Ils nous rappellent d'ailleurs, ils nous rapportent, ils nous ramènent à un devoir de modernité. Le cinéaste fit par ailleurs deux grandes rencontres féminines dans son œuvre. Lucia Bosé, qui lui donna l'occasion de tentative de s'extraire de l'influence de Visconti, car Antonioni travailla beaucoup à Visconti, eut beaucoup de regards sur l'œuvre de Visconti, et bien évidemment, ce fut Monica Vitti, la blonde Monica Vitti, la moins italienne sans doute d'ailleurs de toutes les actrices italiennes, qui le propulsa à l'échelle internationale avec l'Aventura. 3 films majeurs avec Monica Vitti, un 4e, Le Désert Rouge, mais qui, comme son nom l'indique, dit quelque chose qui est de nature tragique. L'Italie rouge, l'Italie au plus haut niveau de son parti communiste, l'Italie qui connaît aussi cette gravité écologique que connaît le monde entier, et Monica Vitti qui le quitte et qui a une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre à cette époque. Donc vraiment c'est le désert rouge, et Antonioni donc fait le saut dans le nouveau monde avec un homme nouveau qui est David Hemmings, l'acteur David Hemmings, le photographe bondissant, qui l'entraînera aux origines du pop, puisque c'est cela la signification de l'exposition. Aux origines du pop veut dire qu'en 1967, il va en Angleterre, qui est l'origine de ce qu'on appelle le pop art, hein, avec les grands artistes comme Richard Hamilton ou Bob Caulfield, hein, où les Américains viendront puiser le pop art, hein, mais le pop art, c'est vraiment européen, avec l'école de Nice aussi à l'époque, la même année de 1960, date à laquelle on a l'habitude de faire démarrer l'art contemporain après l'art moderne. Et il va en Angleterre, il va à Londres, là où les Yardbirds, ils ne se trompent pas, c'est eux qu'ils filment. Et puis de l'Angleterre, il continue vers l'ouest, si je puis dire, où il estime qu'il y a du nouveau. Et il va à Zabriskie Point, la vallée de la mort, là où Stroheim a tourné Les Rapaces, en quelque sorte. Il va faire un grand détour par la Chine, là c'est plutôt l'Est, encore que si on fait le tour du monde, ça sera l'Ouest aussi, dont il rapporte également une vision aussi désertique par certains aspects, en pleine période de maoïsme triomphant. Il rapporte un documentaire sur la Chine terrible, malheureusement qui va à l'encontre de toutes les illusions gauchistes de l'époque. Et enfin, Professeur Porter, c'est un regard sur l'Afrique qui, comme ses films précédents, ce film a la prescience de ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui, divisée, en but au conflit
terrible au désordre qui découle de la colonisation. Ce qu'il faut bien comprendre avec Antonioni, c'est que c'est un cinéaste qui ne se retourna jamais. Pas de film à costume chez Antonioni, sauf Le Mystère de Berwald, qui est un film d'ailleurs de retour en Italie, après ce grand périple que je viens d'écrire, mais pour, au fond, questionner le cinéma italien en se demandant qu'est-il devenu pendant mon absence, le cinéma italien. Eh bien, il le montre avec un film de télévision, à costume, son seul film à costume. Antonioni se retourne vers le passé, sur le passé. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'il emprunte et qu'il adapte Jean Cocteau, qui est le grand cinéaste orphique par excellence. Mais il reviendra très vite avec Identification d'une femme, qui devrait s'appeler d'ailleurs, se titrer Identification d'une nation. C'est l'Italie qui l'interroge. Il revient pleinement dans le monde contemporain. C'est quelqu'un qui cherche dans le présent des réponses au présent. Il n'a pas le souci de l'unité italienne au XIXe siècle comme Visconti. Il n'a pas la passion de revenir vers l'Antiquité ou même vers la grande période du fascisme qui fut une période complexe pour l'Italie, qui n'a pas le nazisme allemand. C'est autre chose, mais il y a cette sorte de tendresse, presque parfois, pour la clownerie, pour la pitrerie des fascistes chez un Fellini, par exemple. Donc, c'est pour ça que Fellini reste aussi. Il n'a pas le souffle politico-sexuel d'un Pasolini, mais tous font des films à costume. Tous sont des cinéastes qui se retournent, comme Roberto Rossellini, bien sûr. Pasolini va jusqu'à interpréter Giotto, c'est dire, dans sa trilogie finale. Pas Antonioni. Antonioni ne réinterroge pas le passé, c'est dans le présent, jusqu'à faire en sorte de faire un film comme L'Éclipse, qui est quand même, en 1964, la préfiguration de ce que nous connaîtrons en 2008, c'est-à-dire la place définitive que la bourse prend dans le monde, pour organiser le monde et pour l'expliquer. Antonioni est vraiment le cinéaste qui fait le point, qui observe la fin, l'effondrement des grands systèmes politico-idéologiques et qui dit, au fond, que le monde est devenu une énigme incompréhensible, à la manière, donc, d'ailleurs, dont le fonctionnement de la bourse est incompréhensible. D'une certaine manière, on peut dire qu'Alain Delon, dans L'Éclipse, qui porte bien son titre, c'est, au fond, le personnage contemporain que nous connaissons du trader en bourse, en banque, qui organise le monde d'une manière susceptible de faire en sorte, en plus, qu'il disparaisse. On ne sait pas. Celui qui fait le monde aujourd'hui n'est pas un patron qui est là à la tête de ses ouvriers. C'est un homme qui manipule des écrans d'informatique et qui fait monter les cours ou qui les fait descendre les cours de la bourse. Donc, il y a vraiment une capacité d'Antonioni, parce qu'il dénie le politique, à la différence de tous les cinéastes italiens, il ne s'y intéresse pas à la politique. Mais s'il est politiquement juste, au final, quand on se retourne sur son œuvre, c'est parce qu'il a été esthétiquement juste. Oublié, sans doute, du grand public, bien que le glamour de Lucia Bosé et de Monica Vitti, ce glamour est là, présent dans toute l'œuvre, mais en revanche, les artistes contemporains ne l'ont pas oublié. Il est même le cinéaste de cette période, sans doute pour toutes les raisons que j'ai dites avant. Il est le cinéaste de cette période sur lequel tout ce qui se compte de connu dans l'art contemporain, c'est-à-dire celui qui s'expose à la Biennale de Venise, celui qui s'expose dans les grands musées d'art contemporain, et non pas les cinéastes qui sont montrés, encore que eux aussi, comme Gus Van Sant, comme Wong Kar-wai, on en parlait tout à l'heure, ils sont à Cannes, au Festival de Cannes. Mais c'est aussi à la Biennale de Venise qu'on y trouve les grands artistes contemporains comme Jeff Wall, comme John Baldessari, comme Doug Etkin, comme y compris des artistes contemporains que nous montrons dans cette exposition et art contemporain qui conclut l'exposition pour montrer un Antonioni contemporain précisément. Les artistes n'ont pas oublié Antonioni. Eux se retournent sur Antonioni si lui ne se retourne pas sur ce qui
a fondé son art et c'est ce qui a fondé le monde contemporain. Alors, d'une certaine manière, on l'a dit de lui qu'il fut le cinéaste de la femme, il ne le fut pas comme Bergman, il fut en revanche le cinéaste de la masculinité. Une masculinité très sûre d'elle, arrogante, mais en fait une masculinité qui tombe, qui se ramollit, j'ai envie de dire, pardonnez-moi ces métaphores, en tout cas celle qui est héritée de l'Antiquité, celle qui est héritée de la Renaissance, c'est l'humanisme dont il dit la chute définitive avec des personnages de Latin Lover, Mastroianni, Ferzetti, Girotti, Francesco Rabal, tous ces hommes au physique, au visage parfait, au nez dans le prolongement du front, c'est-à-dire l'Antiquité. Hein. Cet homme-là en a terminé, en a fini. Antonioni n'est pas sans se dire qu'il y appartient, et c'est pour ça qu'il va vers le Nouveau Monde et trouve en David Hemmings, dans Blow Up, un idéal contraire, si vous voulez, de l'idéal antique italien. Et il va vers le Nouveau Monde, dont il dira à l'époque l'actualité, hein, mais dont il dit dès cette époque l'actualité d'aujourd'hui, l'extraordinaire capacité pour nous aujourd'hui de trouver des sources de notre monde d'aujourd'hui dans cette période des années 70. Hein. Incontestablement, Antonioni, plus encore que tous les grands cinéastes modernes de cette époque, il est, avec Godard, le maître méthodologique, artistique, esthétique et finalement politique du monde contemporain.